Bonsoir à toutes et à tous, soyez les et bienvenue sur TV Vendée. On commence cette édition avec la situation sanitaire. En Vendée, les indicateurs de l'épidémie sont au plus haut ces dernières semaines. Le taux d'incidence est d'ailleurs supérieur au pic de la deuxième vague en novembre dernier. Mais selon l'Agence régionale de santé, les nouvelles restrictions instaurées depuis le début de la semaine commenceront à faire effet d'ici quelques jours. Écoutez. Ce mois d'avril qui est déterminant, à la fois, je pense, va montrer que les efforts que nous mettons en place, que nous réalisons, vont porter leurs fruits. C'est indéniable. C'est encore un peu tôt pour en mesurer les effets. On sait que vraisemblablement, c'est à partir de mardi vraiment qu'on va commencer à voir et qu'on va faire le compte à rebours. Vous savez, c'est en général 10 à 15 jours après le 6 avril. Donc, c'est plutôt la semaine prochaine qu'on va vraiment pouvoir mesurer cette tendance. Et puis autre information fournie par l'ARS, un vaccinodrome d'une capacité de 1000 à 2000 vaccinations par jour pourrait ouvrir au vent d'espace, seule condition que les 10 centres du département tournent déjà à plein régime. Et puis, toujours à propos de vaccination, l'assurance maladie propose depuis le début de la semaine des créneaux pour les personnes âgées de plus de 75 ans qui n'auraient pas encore pu se faire vacciner, ce qui concerne une personne sur 3 dans cette catégorie de la population en Vendée. C'est quasiment 1 sur 2 au niveau national. La CPM a ainsi remarqué que certaines personnes âgées n'avaient souvent pas pu prendre rendez-vous par méconnaissance des outils numériques pour le faire. On peut prendre contact de différentes façons. Tout d'abord, si vous avez un 06, on vous envoie un SMS où on vous indique que vous souhaitez vous faire vacciner. Soit vous vous connectez sur un site qui s'appelle le site santé.fr, soit on vous donne un numéro d'une plateforme, une plateforme d'État qui est gérée au niveau de l'État, et on vous aide à prendre rendez-vous. Si vous n'avez pas un 06 mais un 02, eh bien là, ce sont des agents de l'assurance maladie concrètement qui vont vous appeler et qui vont vous proposer de vous aider à prendre rendez-vous. On est clair, on ne force pas à la vaccination, on accompagne pour la prise de rendez-vous. En sport, protocole allégé pour les amateurs depuis ce matin, comme annoncé par le ministère des Sports. Il est possible d'aller s'entraîner à plus de 10 km de chez soi sur l'ensemble du département ou dans un rayon de 30 km pour un département frontalier. Une bonne nouvelle pour les clubs sportifs qui ont dû une nouvelle fois s'adapter après les nouvelles restrictions en vigueur. Certains ont ainsi stoppé leurs entraînements, d'autres ont décidé de continuer. Exemple à Chaland, Marie-Aimée Copletre. Depuis la mise en vigueur de nouvelles mesures sanitaires, certains clubs de foot ont décidé de fermer pour les 4 semaines de confinement. Ce n'est pas le cas du club de foot de Chaland, qui a décidé de maintenir ses entraînements pour tous, adultes, enfants et adolescents. On a décidé de maintenir ouvert dans la mesure où ça fait déjà de nombreux mois où nous sommes dans une pratique adaptée avec la possibilité de s'entraîner pour les clubs en extérieur avec une pratique distanciée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact, pas de duel. Donc les jeux sont forcément aménagés avec des zones, ce qui évite les contacts tout en respectant un protocole sanitaire assez strict. Donc avec prise de température, gel hydroalcoolique et puis ensuite masque sur le visage jusqu'au coup d'envoi de la séance. Pour les parents et pour les entraîneurs, cette décision semble judicieuse dans une période où de rares loisirs sont accessibles. On a envie que nos enfants continuent à avoir une activité sportive, parce que déjà l'école est enfermée, il n'y a plus rien, ils ne voient plus leurs copains, ils voient plus. Donc non, c'est intéressant, c'est super. Nous, on n'a aucune crainte par rapport au Covid. Ils n'ont pas loupé un entraînement de l'année. Ils n'ont pas envie, ils sont motivés. Donc je ne vois pas pourquoi j'ai priverais de l'entraînement pour ça. Les tout petits, surtout nous, on a une catégorie vraiment 6-7 ans. C'est des enfants qui ont besoin de bouger, de se dépenser, de vivre ensemble aussi, d'apprendre les règles du jeu et vraiment de s'amuser. C'est un espace aussi assez libre où ils peuvent aussi profiter de leurs copains en dehors de l'école. En attendant, même si les sports de plein air peuvent être maintenus, les sports en salle et collectifs sont toujours interdits. Une inquiétude pour tout le secteur du sport français amateur qui compte aujourd'hui 10 millions de licenciés. En bref, en politique, des élections municipales partielles se déroulent ce dimanche dans la commune de Puyraveau, avec un éventuel second tour le dimanche suivant. Les quelques 660 électeurs doivent ainsi retourner aux urnes après la démission de 5 conseillers municipaux, dont le premier adjoint au maire. 6 candidats sont en lice, tous issus de la majorité municipale. Un scrutin maintenu malgré le contexte sanitaire.
Ouvrons à présent une page consacrée au suicide, sujet encore très tabou en France, car souvent incompris par une grande partie de la population. Les Pays de la Loire sont d'ailleurs la deuxième région la plus touchée après la Bretagne. L'association Famille Rurale recense 700 décès dus à des suicides et près de 10 000 tentatives l'année dernière. Un mal-être chez certaines personnes qui a pu être renforcé par la crise sanitaire actuelle. En cause, le stress lié aux difficultés économiques. On n'en mesure pas encore tout à fait les effets, mais ceci dit, les personnes effectivement ont bien signifié que, en raison de la crise, ça a eu des conséquences effectivement sur le comportement du conjoint qui s'est suicidé. Ne serait-ce que du stress, beaucoup de stress, mais aussi peut-être pas de moyens d'évacuer, notamment je pense aux sorties, au sport, qui peuvent être aussi un moyen d'évacuer le stress. Et l'association propose aussi un accompagnement individuel ou des groupes de parole pour permettre aux familles touchées par un suicide d'échanger à propos de leur deuil. C'est le cas de Lorraine Guyard qui a récemment perdu son mari. Elle a fait appel à l'association pour surmonter l'épreuve avec ses 2 filles, car les proches d'une personne passée à l'acte font très souvent face à des sentiments comme l'incompréhension et la culpabilité. Témoignage recueilli par Alix Lanos. En novembre dernier, Alexis, le mari de Lorraine, s'est suicidé. Très proche, le couple échangeait beaucoup sur le mal-être d'Alexis et son besoin d'être accompagné. Pourtant, ce matin-là, quand Lorraine, aide-soignante, part à l'hôpital, elle ne peut imaginer que son mari va passer à l'acte. Sinon, forcément, je ne serais ni allée travailler le matin, je ne l'aurais pas laissé tout seul. À aucun moment, si on sait que quelqu'un va se suicider, on le laisse faire. Personne n'est responsable du suicide. Le responsable, c'est lui. C'est Alexis qui a ce geste envers lui-même. J'ai pardonné ce geste très vite parce que j'ai compris qu'en fait il allait pas bien et que je savais que s'il avait fait ça, c'était pas pour nous fuir ni ses enfants ni moi, c'était pour fuir ce mal-être. Et je me suis dit voilà, si c'est le seul moyen qu'il a trouvé pour être apaisé, j'espère qu'il l'est. Maintenant, nous on est là, il va falloir tenir. Et il n'y a pas à avoir honte, parce que le suicide, c'est pas honteux. Il n'y a pas de tabou, il n'y aura pas d'omerta, et il n'y a pas de raison qu'on cache les choses. Lorraine ne cache donc rien à ses 2 filles de 7 et 9 ans. Toutes les 3 sont très entourées et suivies psychologiquement. J'ai eu besoin, dès le départ, de me documenter. Parce que finalement, tout ce qui concerne le veuvage précoce, c'est maigre. Il y a très très peu de choses. Une travailleuse sociale m'a donné un flyer de Famille Rurale. Et en fait, j'ai fait la démarche au bout d'un mois. J'ai envoyé un mail, on m'a rappelé dans la semaine. Et puis on m'a proposé les groupes de parole 1 fois par mois. Des groupes de parole pour l'instant en visio, étant donné le contexte sanitaire. Ce qui n'empêche pas le courant de passer très vite entre Lorraine et Danielle, animatrice bénévole à Famille Rurale. Si chaque histoire et chaque deuil est singulier, les 2 femmes sont unies par un même sentiment. Ce qui est commun à toutes les situations de suicide, c'est vraiment ce sentiment de culpabilité de ne pas avoir vu, de ne pas avoir su et de ne pas avoir le sentiment que ça aurait pu être différent si on avait fait quelque chose de différent nous. Et c'est vrai que ça c'est difficile de l'échanger avec d'autres et c'est vraiment ce qui nous regroupe tous dans ces groupes d'échange finalement. 11 ans après le décès de son mari, Danielle en a fini avec l'obsédante question du pourquoi. Elle sait qu'elle n'aura jamais de réponse à certaines questions et a malgré tout réussi à avancer vers l'acceptation, ultime étape du deuil. Avant de refermer ce journal direction le sud du département à la découverte de la Sèvre niortaise. Dans un livre récemment publié, Guillaume Porcher s'est intéressé à l'histoire de ce fleuve, frontière entre la Vendée et la Charente-Maritime. Aujourd'hui privilégiée pour des navigations touristiques, la Sèvre niortaise était autrefois l'un des principaux axes commerciaux du Marais Poitevin. Explication, Cyril Guillet. On se trouve à Courdeau, commune de Bouillé-Courdeau, donc dans le sud Vendée, devant le port. Un port aménagé à la suite de la canalisation de l'Autise à la fin des années 1830. Donc le port a été aménagé entre 1840 et 1842. Le port a été amélioré pour permettre aux bateaux de venir charger les blés plus facilement à destination de Maran. Née du comblement de l'ancien golfe des Pictons, la Sèvre niortaise prend sa source dans les Deux-Sèvres près de Sevré. Navigable de Niort jusqu'à l'Anse de l'Aiguillon, elle dessert entre autres Maran, qui a longtemps fait partie des premiers ports du royaume pour le transit du blé.
Au Moyen-Âge jusqu'à la Révolution et au XIXe siècle, les bateaux remontaient du sel, remontaient de l'huile de poisson pour alimenter les chamoiseries à Niort. Et en descente, c'était les blés, la farine, le vin. Au XIXe siècle, ce sont principalement des pondéreux qui y sont transportés, comme du charbon, du sable ou bien encore des pierres. Il pouvait y avoir un transbordement amarrant. Les bateaux de la fluviale chargeaient leurs marchandises sur les bateaux de mer. Ça se faisait soit à Maran, soit à La Rochelle. Les marchandises issues du Poitou, du Limousin pouvaient alimenter La Rochelle, Rochefort, les îles de Ré, voire aussi plus loin, jusque dans le nord de la France. Tout au long de la Sèvre niortaise, des ports, comme ici à Danvix, ont été aménagés pour accueillir des embarcations de plus en plus imposantes. Il y avait donc les bateaux de transport de marchandises, consistaient surtout en 2 bateaux, les gabarres qui pouvaient mesurer jusqu'à 20 mètres de long avec un grand mât, et des allèges plus petites de 10 mètres de long qui permettaient, comme leur nom l'indique, d'alléger les grands bateaux dans les passes impossibles pour eux. Ces gabarres se sont transformés au fil des ans, surtout à la fin du XIXe siècle, en presque des péniches, avec une carlingue souvent en fer, auquel on a ajouté souvent un moteur à pétrole au début du XXe siècle, pour les quelques péniches ou gabarres qui existaient jusque-là. Avec l'apparition en 1857 de la ligne de chemin de fer qui relie La Rochelle à Poitiers, la navigation commerciale va peu à peu disparaître pour laisser place à une navigation tournée vers le tourisme et les loisirs. Une histoire passionnante à découvrir en détail dans le dernier ouvrage de Guillaume Porcher. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Rendez-vous demain pour l'hebdo de la semaine. Quant à moi, je vous souhaite une très bonne soirée et un très bon week-end sur TV Vendée.